Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une épreuve assez emblématique et, disons-le, souvent un peu redoutée du baccalauréat français. Le grand oral. C'était pensé à la base comme une belle opportunité pour les élèves de montrer ce qu'ils savent faire à l'oral, de valoriser leurs paroles. Mais bon, il semble qu'il y ait pas mal d'écueils récurrents. Du coup, cette chance se transforme parfois en un exercice un peu mal compris, peut-être. Pour y voir plus clair, on va s'appuyer sur des extraits d'un guide vraiment intéressant. Il est consacré au grand oral de la spécialité HGGSP, Histoire Géo, Géopolitique et Sciences Po. Les auteurs, Brigitte Batineau et Miguel de la Montagne, ont une position assez unique en fait. Ils préparent les élèves en classe, mais ils sont aussi membres de jurys d'examen. Oui, c'est cette double casquette qui est précieuse. Ils voient les deux côtés du miroir, si on veut, la préparation et puis l'évaluation finale. Ça leur donne une vision très complète des défis. Exactement. Et donc notre objectif aujourd'hui, c'est d'explorer ensemble le diagnostic qu'ils posent. En gros, les 11 pièges les plus courants qu'ils ont observés. L'idée, c'est simple. Si on comprend bien où sont les difficultés, c'est le premier pas pour les éviter, non? Tout à fait. Ce n'est pas une question de talent ou de ne pas être doué pour l'oral, mais plutôt de points précis qu'on peut travailler avec de la méthode. Alors commençons par la base. Le tout premier défi identifié, la difficulté à problématiser. Ça vous parle? Ah oui, énormément. C'est vraiment la pierre angulaire de l'exercice. Très souvent, en fait, le sujet choisi par l'élève, il sert juste de prétexte pour réciter des connaissances. Ce qui manque, c'est la tension intellectuelle. Le vrai questionnement qui justifie qu'on prenne la parole pour argumenter. Mhm. Du coup, au lieu d'avoir un vrai problème à discuter, une question un peu ouverte, le jury se retrouve face à un exposé très descriptif, linéaire. Mais est-ce qu'il faut absolument une controverse? Un sujet juste intéressant, ça peut pas suffire. Alors, controverse, c'est peut-être un mot un peu fort. Disons plutôt une question qui ouvre un réel espace de discussion. Le guide le dit bien, les examinateurs voient même des élèves brillants rester très descriptifs. Et le risque, c'est d'évaluer juste une récitation de fiche. D'accord. Sans une vraie problématique, cette question de départ qui appelle une réponse argumentée, nuancée, il n'y a pas vraiment d'argumentation à évaluer, juste une restitution. La question, au fond, c'est est-ce que mon sujet invite à explorer différentes pistes ou est-ce qu'il se contente d'affirmer quelque chose? Ok, je vois. La problématisation, ça pose le cadre. Mais une fois que ce cadre est là, encore faut-il savoir construire un argument solide. Et ça semble être le deuxième gros écueil. Passer de l'opinion perso, du moi je pense que, à une vraie démonstration structurée. C'est un point crucial, oui. Les auteurs parlent justement de l'écueil du discours d'opinion. C'est bien d'avoir une conviction, hein, évidemment, mais l'exprimer comme ça, brut de décoffrage, ça ne fait pas un argument. Hmm. Un argument solide, ce n'est pas juste une affirmation. C'est une affirmation qui est soutenue par une preuve concrète. Ça peut être un fait historique, une donnée chiffrée, un exemple précis, une référence à un auteur. Et surtout, il faut que le lien logique entre cette preuve et la problématique de départ soit clair, évident. On entend souvent parler de cette fameuse structure affirmation-preuve-lien. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça rende le discours un peu trop mécanique, un peu artificiel, et qu'on perde justement cette conviction dont on parlait? C'est une crainte légitime, oui. Mais il faut voir la structure comme un outil, pas comme une fin en soi. C'est un outil pour être clair, pour être percutant. Ce que le jury entend trop souvent, nous disent les auteurs, ce sont des affirmations, parfois très fortes, mais sans rien derrière. La parole sonne creux, en fait. Oui. Donc, cette structure simple, elle aide justement à ancrer la conviction dans quelque chose de solide, à la rendre crédible. L'idée, c'est pas de réciter une formule magique, mais de s'assurer que chaque idée forte repose sur du concret. Et la conviction, elle vient aussi de là, de la maîtrise de ce qu'on dit. Ce qui nous amène assez logiquement au quatrième point identifié, qui est très lié. Un propos qui reste trop en surface, justement parce qu'il manque de preuves concrètes. Les auteurs donnent des exemples assez parlants en HGHP d'ailleurs. Oui, c'est le prolongement direct. L'argumentation reste dans le vague, dans les généralités. En histoire GE, par exemple, entendre un élève parler des conflits sans jamais citer un cas précis, que ce soit la guerre du Vietnam, la crise de Suez ou autre chose, ça affaiblit tout. Oui, c'est sûr. Ou discuter des puissances sans jamais mentionner l'ONU, l'OTAN ou des pays spécifiques.
Pareil pour la mondialisation. Si on n'évoque pas des faits récents, je sais pas moi, les tensions en mer de Chine, l'élargissement de l'OTAN, le discours reste très abstrait. Et j'imagine que ce principe vaut pour toutes les spécialités, non? Si on est en SVT, parler des maladies sans jamais citer une pathologie précise, un mécanisme cellulaire particulier. Absolument. Le principe est le même partout. La précision, le concret, c'est ça qui montre la maîtrise. Pour les examinateurs, ce flou, ce manque de détails techniques, c'est souvent le signe d'une compréhension un peu superficielle. Les connaissances de l'aspect, elles doivent être le moteur de la réflexion, pas juste un décor lointain. Un discours qui marque, c'est un discours ancré dans des exemples, des données, des références précises. Peu importe la matière d'ailleurs. Et parfois, ce manque de profondeur dans les preuves, ça cache un problème plus fondamental encore. C'est le 5e piège, une maîtrise insuffisante des connaissances autour du sujet choisi. Exactement. Parfois, le choix du sujet est bon, la problématique est là, mais l'exploration reste très limitée. L'élève connaît bien son petit bout de cours, celui qui est directement lié à sa question, D'accord. mais il ignore un peu les ramifications, le contexte plus large, historique ou géographique, les notions qui sont autour et qui permettraient d'enrichir la pensée, et surtout qui permettraient de répondre aux questions du jury. J'imagine que c'est surtout pendant l'échange que cette fragilité se voit, non? C'est souvent là, oui, que le bat blesse, comme on dit. Les auteurs le soulignent bien. C'est pendant le dialogue qu'on mesure vraiment la solidité de la préparation. Il suffit parfois d'une première question qui sort un tout petit peu du chemin tracé par l'exposé pour déstabiliser complètement un candidat dont les connaissances sont trop en silo. La vraie appropriation du sujet, elle se voit dans cette capacité à naviguer un peu, à faire des liens, à mobiliser des savoirs qui sont un peu à côté. L'éloquence seule, ça ne suffit pas à masquer une base de connaissances un peu juste. Si on regarde ces premiers points, la problématisation fragile, les arguments sans preuve, le manque de concret, les connaissances limitées, on voit se dessiner un premier grand type de difficulté. C'est le défi de la substance, du fond. Oui, c'est clair. Sans une base solide, tout l'édifice argumentatif reste bancal. C'est très clair. Mais avoir un fond solide, ça ne suffit pas toujours. Encore faut-il savoir le transmettre, le rendre vivant. Et c'est là qu'on tombe sur un autre groupe de pièges. À commencer par ce que les auteurs appellent la confusion entre l'exposé et la conviction. Le fameux effet récitation par cœur. Ah oui, celui-là, il est très fréquent. L'élève a tellement appris son texte, parfois au mot près, que le début devient tout mécanique, monocorde. Le regard est souvent un peu vide, perdu. Le contenu est là, techniquement, hein, mais il n'est pas habité. On sent que la personne nous livre une information, mais elle n'a pas l'air d'y croire elle-même. Ou en tout cas, elle ne le communique pas. On pourrait se dire que c'est une stratégie pour se rassurer, non? Apprendre par cœur pour être sûr de ne rien oublier avec le stress. Est-ce que c'est vraiment si pénalisant? C'est plus qu'une pénalité en fait, c'est carrément une mauvaise compréhension de ce qu'est l'épreuve. Le guide insiste là-dessus. Un texte parfaitement récité pour le jury, c'est souvent perçu comme un échec. Ah oui, Oui, parce que le but, ce n'est pas de tester la mémoire, c'est de tester la capacité à argumenter, à penser en direct, à engager un vrai dialogue intellectuel. Un candidat qui sait son texte, mais qui ne le pense pas au moment où il le dit, il perd toute sa force de persuasion. La question sous-jacente, ce n'est pas est-ce que tu connais ton texte, mais plutôt est-ce que tu défends une idée. et cette idée de défendre une idée, elle est aussi très liée au 7e point, le risque d'avoir un sujet qui est trop impersonnel, trop désincarné, où le jury, il ne sent pas du tout l'engagement de l'élève. Exactement. Parfois, on entend des exposés qui sont techniquement très corrects sur des grands sujets classiques, la démocratie, les relations internationales, peu importe, mais le propos reste froid, purement scolaire. La question qui plane, c'est «Hum, mais pourquoi lui, cet élève, a choisi ce sujet-là précisément? Qu'est-ce qui l'a motivé? Sa curiosité personnelle, un lien avec son projet d'orientation, une étincelle quelconque?» Oui, Si l'orateur a l'air complètement détaché de ce qu'il raconte, son ethos, c'est-à-dire sa crédibilité personnelle, son engagement est proche de zéro. pourtant, il me semble bien que les consignes officielles, elles encouragent justement ce lien personnel, non? Tout à fait. Et le guide le rappelle très justement. Il est demandé noir sur blanc d'adosser sa question à son projet d'orientation ou au moins à une vraie curiosité personnelle. Ignorer ça, c'est vraiment passer à côté de l'esprit de l'épreuve. Un propos qui est incarné, même s'il y a quelques petites maladresses, il sera toujours plus marquant, plus engageant qu'une leçon parfaite, mais sans âme. Le jury, il cherche à évaluer une pensée en action, pas une récitation anonyme. Et au-delà des mots,
il y a aussi tout le reste, le corps. Le 8e piège, c'est la communication non verbale, qui est souvent un peu oubliée. Ah oui, le corps parle, et parfois il contredit ce que dit la bouche. Un regard qui fuit tout le temps, des mains qui s'agitent dans tous les sens, les pieds qui bougent, une posture un peu avachie. Tout ça, ça envoie des signaux de manque de confiance ou de désengagement. Et ça peut vraiment saper la force du discours, même si le contenu est excellent par ailleurs. On est bien d'accord. Il ne s'agit pas d'être jugé sur son apparence physique, hein. Ah non, absolument pas. Ce que les examinateurs regardent, d'après les auteurs, c'est la posture générale, la présence. Comment la personne occupe l'espace, calmement. Est-ce qu'elle maintient un contact visuel avec le jury? Est-ce que sa gestuelle est naturelle, accompagne le propos? Tout ça, ça montre une certaine maîtrise et ça renforce la crédibilité. Et d'ailleurs, souvent, une bonne préparation sur le fond, ça aide beaucoup à réduire ce trac physique. Quand on se sent solide sur son sujet, on est généralement plus à l'aise dans son corps. D'accord. Autre écueil plus technique, le 9e. Préparer un texte qui est pensé pour être lu et pas pour être dit. C'est quoi la différence concrètement? C'est un point qui peut paraître subtil, mais il est crucial. Ça touche à ce qu'on appelle l'oralité. Beaucoup d'élèves rédigent leur texte comme s'ils écrivaient une dissertation, c'est-à-dire Des phrases très longues, très complexes, pleines de subordonnées, avec un vocabulaire parfois utilement soutenu. C'est souvent très lourd à suivre pour quelqu'un qui écoute. Et c'est aussi difficile à dire de manière fluide et convaincante. Donc, écrire pour l'oral, ça veut dire quoi alors? Des phrases plus courtes, c'est ça? c'est une partie de la réponse, oui. Les auteurs insistent sur le besoin d'adopter les codes de l'oral. Donc oui, des phrases plus courtes, plus directes, mais aussi des connecteurs logiques très clairs. D'abord, ensuite, en revanche, donc. Peut-être même quelques répétitions, mais choisies, stratégiques, pour bien enfoncer une idée clé. Une structure générale simple à suivre pour l'auditoire. Mhm. Le guide promet d'ailleurs de donner des techniques pour ça. L'objectif, c'est que le discours sonne comme une conversation, structurée, maîtrisée, mais une conversation quand même, pas comme la lecture à voix haute d'un texte écrit. Ces aspects, la conviction, l'incarnation du sujet, le non-verbal, le style oral, ça forme donc un deuxième grand bloc de difficultés. Le défi de la livraison, de la communication efficace. Avoir de bonnes idées, c'est une chose, mais savoir les rendre vivantes, persuasives, c'en est une autre. Et même quand le fond et la forme de l'exposé initial sont plutôt bons, un dernier groupe de pièges peut surgir, surtout pendant l'échange avec le jury. C'est le 6e piège, l'effondrement face aux questions. C'est le fameux moment de vérité, comme le disent les auteurs. Un exposé, ça peut être très bien préparé, très rodé, mais la capacité à réagir à des questions qu'on n'avait pas prévues, ça teste autre chose. Et là, certains paniquent un peu. Soit ils répondent de manière très minimale, oui, non, voire ils se taisent, soit au contraire, ils partent dans un long monologue un peu confus qui ne répond pas vraiment à la question posée. Et ça montre quoi, ça? Ça trahit souvent un manque d'entraînement spécifique à cet exercice de dialogue, d'argumentation en direct. Qu'est-ce qui est évalué exactement à ce moment-là? Juste voir si on a la réponse. C'est bien plus que ça. Ce qui est testé, c'est la capacité à penser avec le jury, c'est-à-dire entendre vraiment la question, ne pas hésiter à demander de repréciser si ce n'est pas clair, prendre peut-être une seconde pour organiser sa réponse dans sa tête, et puis argumenter en direct. Voilà ce qui montre une vraie agilité intellectuelle, une appropriation profonde du sujet. Ça va bien au-delà de juste ressortir une connaissance apprise. Et pour bien finir la première partie, et justement ouvrir cet échange de manière sereine, il y a l'importance de la conclusion. Son absence ou sa faiblesse, c'est le 10e piège, le fameux « voilà j'ai fini » qui laisse tout le monde un peu sur sa faim. Ah oui, un moment clé et pourtant si souvent négligé. Une présentation qui s'arrête comme ça, nette, après le dernier argument, ça laisse une impression d'inachevé, de manque de maîtrise globale. Une bonne conclusion, d'après ce que rapportent les auteurs, ça devrait faire 3 choses simples. 1. Résumer très vite la thèse qu'on a défendue. 2. Répondre clairement à la problématique posée au début. Et 3. Idéalement, tendre une petite perche vers la discussion qui va suivre. D'accord. C'est la touche finale qui ancre vraiment le message et qui montre qu'on maîtrise son temps et sa structure jusqu'au bout. Enfin, le 11e et dernier piège identifié, il touche à une compétence peut-être plus large, le manque d'esprit critique. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire présenter son sujet de manière trop lisse, trop univoque. Par exemple, exposer un concept
la puissance, la démocratie, le patrimoine, peu importe, sans jamais en questionner les limites, les évolutions complexes, les différentes interprétations ou même les critiques qui existent. En gros, c'est restituer un savoir appris sans le mettre en perspective, sans montrer qu'on a réfléchi sur ce savoir. Mais certains pourraient penser que c'est plus prudent, non? De ne pas soulever de problème, de rester sur un terrain bien connu, bien maîtrisé. C'est peut-être perçu comme plus sûr par l'élève, oui, mais c'est clairement moins valorisé par le jury. Les examinateurs, nous disent les auteurs, apprécient vraiment un candidat qui ose explorer les nuances. Quelqu'un qui mentionne qu'il y a des débats entre experts sur la question, qui utilise des contre-exemples, qui fait le lien avec une actualité un peu complexe. Ça montre une maturité intellectuelle bien supérieure. Donc, l'esprit critique, ce n'est pas forcément tout démolir. Non, pas du tout. L'esprit critique, c'est montrer qu'on a réfléchi sur son sujet, qu'on en perçoit la complexité, les différentes facettes. C'est une compétence absolument clé pour la suite, pour les études supérieures, surtout dans des disciplines comme HGGSP, où l'analyse est centrale. Il s'agit moins d'avoir la bonne réponse, la vérité unique, que de montrer qu'on est capable d'une pensée nuancée et informée. En fait, quand on rassemble tous ces éléments, on voit mieux le tableau d'ensemble. Ces 11 pièges, ils dessinent les contours d'une épreuve qui est vraiment exigeante. Elle évalue beaucoup plus que juste la connaissance. Il y a le défi du fond, de la substance. Savoir problématiser, argumenter, prouver, et bien sûr connaître son sujet. Il y a le défi de la forme, de la livraison. Savoir convaincre, incarner son propos, bien communiquer avec sa voix et son corps, adapter son style à l'oral. Et puis, il y a le défi du dialogue et de la pensée critique. Savoir interagir intelligemment avec le jury, savoir conclure avec impact et savoir nuancer son propre propos. Le grand oral, finalement, ça teste un ensemble très complet de compétences de communication et de réflexion. C'est vrai que ce panorama des 11 pièges, ça peut paraître un peu intimidant. Mais je crois que le message important du guide de Brigitte Batineau et Miguel de la Montagne, c'est que ces difficultés, elles ne sont pas du tout insurmontables. Elle montre surtout qu'il y a un besoin de méthode, de préparation bien ciblée, d'entraînement spécifique. Ce diagnostic détaillé, au fond, c'est le point de départ indispensable pour construire une stratégie qui marche. Identifier les écueils, c'est déjà commencer à les éviter finalement. Tout à fait. Et peut-être qu'il faut aussi voir un peu plus loin que l'examen lui-même. Cette capacité à identifier un problème complexe, à construire une argumentation qui tient la route, basée sur des preuves, à l'exprimer clairement, avec conviction. Et surtout, cette capacité à engager un dialogue ouvert, constructif, tout en gardant un regard critique sur les choses. Est-ce que ce n'est pas, au fond, une compétence absolument essentielle pour tout le monde, bien au-delà du lycée? Une compétence dont on a besoin pour comprendre le monde qui nous entoure, pour se faire entendre, pour réussir dans n'importe quel parcours, qu'il soit universitaire ou professionnel plus tard. Je pose la question. Ça laisse à réfléchir.